Depuis la dernière vidéo, j'ai encore réfléchi. Je me suis encore posé plein de questions. La guerre continue. Mais au final, cette guerre, c'est pas du tout la première crise qu'on a ces dernières années. Et surtout, on a l'impression que les crises sont de plus en plus proches dans le temps et qu'elles se succèdent de plus en plus vite. Et donc, ça donne l'impression quand même qu'on arrive à un moment ou un autre à un tournant dans l'humanité, dans l'histoire de l'humanité plutôt. Et je pense que du coup, c'est intéressant de savoir, mais à quoi faisons-nous face peut-être aujourd'hui? Alors bien sûr, je ne suis pas... Déjà, c'est juste une opinion que je vais partager. Il n'y a aucune vocation à dire des vérités, mais plutôt à discuter, à réfléchir ensemble. Et d'un autre côté aussi, il n'y a que les historiens qui pourront en fait vraiment dire, ok, à ce moment-là, c'était un tournant, et l'humanité a dû faire face à ça. Vous savez, parce qu'en fait, quand on vit les choses au jour le jour, on n'a pas le recul nécessaire ni les informations. Hein. Aujourd'hui, par exemple, sur la guerre, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, il y a plein d'informations que certaines personnes, que ce soit des politiciens par exemple, hein, peuvent avoir et que nous n'avons pas forcément. Et donc, c'est très difficile de prendre du recul quand on vit quelque chose sur le moment même. Mais je pense que maintenant, on peut peut-être pas prendre du recul sur le conflit d'aujourd'hui, enfin, prendre, on va dire, un recul conséquent et, euh, et professionnel, on va le dire un peu comme ça. Hein. Mais par contre, on peut déjà prendre un recul sur ces dernières années et finalement sur cette question, qui croire et qui a raison. On va d'abord lire un thread sur Twitter d'un journaliste, figurez-vous, journaliste slash documentariste slash réalisateur, qui a fait notamment, qui a couvert la guerre en Ukraine et qui fait un mini thread que je trouvais extrêmement intéressant en tout cas pour introduire ma réflexion. Donc, c'est Lou Bureau qui dit « Il y a eu une faillite médiatique, une faillite politique de ces 8 dernières années à comprendre les événements qui se déroulaient en Ukraine et à raconter ce pays. Parce que la guerre, malheureusement, n'a pas commencé il y a 19 jours. Elle a commencé il y a 8 ans. Certes, dans une intensité et à une échelle différente, mais ceux qui couvrent l'Ukraine et connaissent ce pays vous diront tous qu'il y avait des signes avant-coureurs. Comment cela se fait-il qu'il y ait encore un an, la plupart des gens autour de moi en France ne savaient pas qu'il y avait la guerre en Ukraine? Pourquoi le conflit dans le Donbass n'a jamais eu une couverture médiatique digne de ce nom? La guerre du Donbass était peut-être un conflit gelé, mais déjà de haute intensité. 14 000 morts. Et ça, je ne savais pas que c'était 14 000, je pensais que c'était moins. Mais c'est vrai que 8 ans, c'est long et c'est pas... enfin, avec le recul, je me dis, bah oui, en fait, c'est logique. Les combats n'ont jamais cessé, et les Ukrainiens n'ont jamais cessé aussi d'avertir la communauté internationale sur le drame qui se déroulait dans leur pays. Tout le monde en Ukraine vit avec la guerre depuis 8 ans, tout le monde connaît un proche, un ami qui est parti sur le front. La guerre est omniprésente dans cette société depuis des années, elle a eu des effets partout. Aussi, hein, assez logique en fait, quand on y pense, parce que déjà, bon, la France, du coup, il y a un peu plus de gens qui vivent en France qu'en Ukraine. Euh, mais ben justement, un pays plus grand, donc, comme la France, je pense que tu avais très vite des gens qui connaissaient d'autres gens qui avaient subi, par exemple, les attentats à Paris. Les choses, je vais un peu le dire comme ça, mais enfin, en Belgique, c'est d'autant plus fort en fait. En Belgique, par exemple, tout le monde connaissait quelqu'un qui qui connaissait quelqu'un qui avait été blessé dans les attentats ou qui avait quelqu'un qui se trouvait sur place. Ou vous voyez, genre c'est vraiment un monde très petit la Belgique. Et donc en fait, c'est logique en fait que dans un pays où il y a carrément la guerre, bah très vite tu connais un tel qui est parti au front, un tel qui se bat, machin.
Mais c'est toujours le même modèle qui se répète. Nous sommes incapables de réagir en amont, d'avoir le courage politique, médiatique, de parler d'un pays avant que ce dernier ne se retrouve dans une situation inextricable. Cette guerre est aussi le résultat de nos échecs. Et je ne mets pas tout le monde dans le même sac, car certains médias ont continué au fil des années à travailler sur cette dernière guerre sur le continent européen, ainsi que certains chercheurs et analystes, mais ils sont peu nombreux. Il y a juste à regarder le nombre de correspondants de ces dernières années pour les médias français en Ukraine. Et ça, je pense que c'est aussi dû au fait que, quand même, en fait, les correspondants coûtent très cher. Envoyer des journalistes à l'étranger, ça coûte très cher. Et donc, en fait, aujourd'hui, si vous ne savez pas, en fait, les informations, c'est pour ça que si les journaux se ressemblent parfois dans le traitement de l'information, c'est parce que les informations proviennent souvent des mêmes sources, c'est-à-dire AFP, Belga en Belgique, par exemple, hein, ou des choses comme ça. C'est parce qu'en fait, au lieu, avant, en fait, il y avait les journaux avaient des journalistes dans certains pays, sur place. Et en plus de ça, il y avait effectivement j'ai un trou de mémoire, j'oublie le nom, mais ces espèces de sociétés hein, qui regroupaient des informations plus générales. Mais du coup, il y avait des spécialistes sur place qui avaient aussi leur interprétation, leur contact hein, sur place. Et donc, c'est ça qui permettait aussi une plus grande pluralité dans le traitement de l'information. Et en fait, aujourd'hui, comme par exemple, s'il y a une dépêche AFP qui dit quelque chose, eh bien tous les journaux vont parler de cette dépêche AFP, mais il faut savoir que les dépêches AFP sont elles-mêmes écrites par des journalistes, et donc parfois, ils sont même copiés-collés tels quels dans les nouvelles, en tout cas sur Internet, ça je le sais. Je pense que dans le journal, ils les retravaillent avec une analyse plus profonde, mais dans le journal papier. Mais sur Internet, en tout cas, parfois, c'est juste copier-coller, et puis basta, quoi. Quand j'ai réalisé mon film en 2019-2020, j'ai suivi pendant 4 mois des soldats ukrainiens dans leurs tranchées du Donbass. Aucun média ne m'aurait financé dans cette entreprise. J'ai dû me tourner vers le cinéma documentaire parce que c'était le seul moyen de continuer à parler de cette guerre interminable et de cette société ukrainienne déjà profondément bouleversée. Aujourd'hui, des milliers de journalistes sont en Ukraine et cette couverture médiatique est primordiale et importante. J'espère juste qu'elle ne sera pas à l'image de notre époque. Parce que si le conflit dure pendant des mois, des années, il y aura un moment, comme pendant la guerre en Syrie, où tout le monde sera lassé de voir ces images. Mais c'est précisément à ce moment-là qu'il faudra continuer à raconter l'Ukraine. Une très jolie dernière phrase, hein, d'ailleurs, on peut quand même le souligner, hein, c'est quand même assez bien écrit. Mais donc, en fait, je voulais partager ça parce que je trouvais que ce thread mettait bien en avant d'où provenaient les problèmes. Et alors ici, c'est très focalisé sur l'Ukraine, mais moi, j'ai envie de réfléchir plus largement, en fait. Parce que si on va plus en profondeur dans la réflexion, les journaux, de manière générale, ça fait maintenant, je vais dire, ils sont en crise depuis facilement 5 ans minimum, peut-être plus, 5-10 ans, on va dire. Une crise de confiance auprès de la population, une crise aussi, mais même interne, où on se rend compte finalement que les journalistes sont parfois tellement pressés de devoir sortir leurs articles à temps qu'ils n'ont pas le temps de travailler correctement. Bref, on remet en doute les journaux, on remet aussi en doute les politiciens. Et en fait, c'est sur cet aspect-là que je vais particulièrement m'attarder. Parce que si on regarde un petit peu les politiciens de ces dernières années, ils parlent notamment de la Syrie, on se rend compte qu'il n'y a pas un traitement vraiment cohérent dans leur manière de faire de la politique, par exemple, étrangère, mais pas seulement, évidemment. C'est-à-dire que, par exemple, voilà, pour rappel, on est intervenu en Syrie, par exemple, en Libye, au Mali, même si je connais beaucoup moins bien le Mali, parce que j'ai pas beaucoup suivi. J'ai regardé un peu de loin, mais sans plus. On se rappelle, si on va vraiment plus loin, on peut aussi se rappeler du massacre au Rwanda, du génocide. Et en fait, parfois on est intervenu, et parfois pas. Jusque-là, bon, ok, mais ça ne nous indique rien, si ce n'est que peut-être que parfois, voilà, les raisons pour lesquelles on n'est pas intervenu ou on est intervenu, eh bien, ça peut être n'importe quoi. Mais en fait, si on regarde dans ces dernières interventions, de la part même, je veux dire, allez, parce que j'ai parlé de l'Europe, mais on peut aussi parler des États-Unis, hein, en Afghanistan, même maintenant contre les groupes terroristes, etc. En fait, il n'y a pas de cohérence dans ces interventions.
C'est-à-dire qu'on intervient en Libye, mais on n'intervient pas en Syrie. L'Amérique intervient en Afghanistan, mais ils vont pas intervenir, par exemple, dans un autre pays qui a aussi besoin d'aide, comme le Mali, par exemple, qui avait besoin d'aide. Et ces dernières années particulièrement, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? On s'est rendu compte que le choix d'intervenir ou non, c'était pas tant humanitaire, en fait. Alors, je veux dire, jusqu'à présent, personne n'était vraiment dupe, hein. Faut pas croire. Moi, j'ai l'impression que mon père, il m'a répété ça presque toute sa vie, que mais non, il y a des intérêts, etc. Mais il y avait quand même un côté, j'ai l'impression, où on le savait, mais on ne l'avait pas, on ne se rendait pas compte à quel point c'était vrai. Et aussi, on était aussi, je pense, avant plus distanciés de ces interventions. On avait, on vivait sa vie plus, voilà, on faisait moins attention au monde, je vais dire, qu'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, avec Internet, forcément, on voit, il suffit de taper Ukraine et vous avez des milliers d'images de l'Ukraine, de photos, de vidéos de la guerre en Ukraine. Et pourtant, c'est pas chez nous. Et vous pouvez passer des jours à regarder juste des images et à la vivre finalement cette guerre comme si vous étiez presque sur place. Et en fait, du coup, aujourd'hui, on fait beaucoup plus attention au moment où on intervient ou pas. Et je pense qu'en fait, il y a effectivement pas de cohérence. Mais alors, la cohérence, elle vient du fait que si on a des intérêts, on y va, mais si on n'a pas d'intérêt, on n'y va pas. Alors jusque-là, si c'était assumé, je pense que les gens, en fait, seraient plus scandalisés déjà. Je crois que en fait, les gens agiraient plus. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pas assumé. Mais je pense surtout que, en fait, il y aurait moins de complotisme. Il y aurait moins de doutes. Parce que, soyons clairs que là, quand on intervient, on dit que c'est dans un but humanitaire. Quand on n'intervient pas, on dit qu'on n'en a pas la possibilité, mais qu'on aimerait bien. Donc c'est ça le récit qui est raconté. Quand on regarde l'OTAN, quand on regarde tous les pays qui soutiennent l'Ukraine, il y a un côté très... on aimerait y aller, hein, mais on ne peut pas. Et ici, je veux pas creuser l'argument, vraiment ici, justement, c'est pour ça que j'en fais une vidéo différente. C'est que j'ai pas envie de parler, d'argumenter sur ça. On a déjà fait dans la précédente vidéo. Je vous invite à aller la regarder, hein, pour voir si les arguments d'intervention ou non sont valables. Moi, je veux vraiment parler ici du fond, de la cohérence de ce récit. C'est-à-dire que, normalement, en fait, si on est cohérent dans ce qu'on apprend de valeurs humaines générales, hein, je veux dire que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, si vous regardez, il y a toujours ce truc de... Mais tu sais quoi, si ton pote ou si un tel est en danger, c'est humain d'aller l'aider. Prenons l'exemple de l'extrême droite. Si tu as un compatriote qui est en danger, tu l'aides. Et les gens votent extrême droite en se disant... Moi, je veux aider les Français avant, les autres, en fait. Et si on regarde l'extrême gauche, c'est... Si on aide tout le monde, on aide aussi les Français. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose... Moi, je crois que c'est quelque chose, en fait, je pense, une valeur qui est fondamentale dans l'humanité. Je pense que cette valeur-là, en fait, est intrinsèque à l'humanité dans le sens où, en fait, ça nous a permis de survivre, hein, de faire attention à nos semblables. Ok ? Maintenant, on a tous des sensibilités différentes, ce qui fait qu'il y en a qui vont plutôt aller à droite et d'autres plutôt à gauche, hein. Mais c'est intrinsèque d'aider ses semblables, d'accord ? D'aider, je veux dire, au début, c'était sa tribu, et puis maintenant, c'est peut-être sa ville, son pays, le monde, etc. Et en fait, le problème, c'est que ces dirigeants jouent là-dessus pour intervenir. Mais parfois, ils n'interviennent pas, parce qu'en fait, ils font un calcul hyper théorique, basé sur des chiffres et sur soi-disant de la raison. Mais je pense que, justement, c'est pour ça que je vais mettre des gros guillemets sur ce mot « raison », parce que la raison, ce ne sont pas juste les chiffres, soyons clairs. La raison, c'est un raisonnement, justement. Et en fait, du coup, leur récit n'est pas juste, en fait, il est invraisemblable, il n'est pas cohérent. Et en fait, c'est en réfléchissant à ça que je suis arrivé à cette question, mais en fait, je comprends, au fond, les complotistes qui se demandent qui je dois croire et qui a raison dans tout ça. Parce que
quand on parle par exemple de l'Ukraine et de l'OTAN, on se rend compte que finalement l'OTAN, ce que les gens leur reprochent, c'est qu'ils ont jamais été honnêtes en fait dans leur manière d'agir. Et là, par exemple, dans son thread, Lou Bureau parle de politique, mais quel échec cuisant politique. Rien que là pour l'Ukraine, au début, à fond derrière l'Ukraine, on fout plein de sanctions, on met des lignes à la Russie. On avait dit que si la Russie envahissait l'Ukraine, elle ne serait pas impunie. Et là maintenant, tout à coup, en fait, il y a un côté très... oui, ils continuent à mettre des sanctions, hein, soyons clairs, ils ne font pas rien, mais ça paraît hyper... Enfin, par rapport au récit belliqueux de la Russie, au récit, je vais dire, rempli quand même de violence et de reproches comme ça, envers l'Union européenne, envers l'OTAN, tout court. À côté de ça, on a l'OTAN qui souffle un coup comme ça et se calme et dit « Oui, non, mais c'est vrai qu'en fait, au final, ouais, j'avoue, on va pas aller en Ukraine, quoi, c'est bon, quoi. On va pas faire ça, on a d'autres choses à faire, nous. » Et quand on y réfléchit, quand on y pense, c'est pas cohérent avec la vision qu'il y avait au début. Et quand on entend l'OTAN qui dit, par exemple, justement, hein, on l'entend dire que c'est un drame. Par exemple, Emmanuel Macron, dernièrement, a dit, mais le bombarder un hôpital, c'est... qu'est-ce qu'il avait dit ? Insoutenable. C'est insoutenable. C'est un crime de guerre. On entend ça, des politiciens dire que c'est un crime de guerre. Mais si c'est un crime de guerre, alors comment ça se fait qu'on les laisse faire ? Et encore une fois, hein, ne vous méprenez pas, hein, je ne suis pas en train de vous dire, ça veut dire qu'on doit intervenir. Non, ce que je veux dire, c'est qu'alors, soit dans les règles internationales, si c'est un crime de guerre, on se doit d'intervenir. Avec le Rwanda, par exemple. Pareil, on n'était pas intervenu. Vous avez vu comme ça a été reproché par après, à juste titre, hein, comme on a été condamné parce qu'on savait qu'il allait avoir un carnage et on n'a rien fait. Et aujourd'hui en Ukraine, on a quand même des politiciens qui disent que vraiment, hein, ça leur arrache les tripes et le cœur, ce qui se passe en Ukraine, que vraiment, ce qui se passe, c'est monstrueux. Monstrueux, ils utilisent des termes très forts. Et à côté de ça, c'est comme s'ils étaient impuissants. Qu'en fait, vous savez, ils sont présidents, mais c'est pas eux qui décident. D'accord ? Poutine, lui, il est président, mais il décide, mais eux ne décident pas. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si en fait on avait un récit cohérent où, par exemple, l'OTAN, parce qu'elle ne veut pas intervenir, n'allait pas comme ça dans des mots aussi forts et faisait semblant de ne rien voir ou que sais-je, je pense qu'en fait les gens seraient moins complotistes en quelque sorte. Parce que là, comment voulez-vous croire des gens, des politiciens qui, d'un côté, disent que c'est horrible, mais d'un autre, tu vois, c'est un peu comme si tu voyais un mec se faire charcuter devant toi par un autre gars, et que tu faisais, non, mais c'est horrible, hein. Regardez, vous avez vu, c'est terrible, hein, ce qui se passe là. C'est terrible, hein. Et vous imaginez, hein, parce que je veux dire, là, on est quand même, je sais pas, on va dire une trentaine de pays au moins, à dire, ah non, mais c'est horrible, ce qui se passe est impensable, etc., mais on fait rien et on regarde. Alors qu'en fait, c'est pas cohérent comme attitude, en fait. On apprend d'ailleurs aux gens dans la rue que quand quelqu'un se fait agresser, t'es jamais totalement impuissant. Tu peux appeler la police, tu peux intervenir, ou alors tu peux appeler à l'aide autour de toi, et là, tout à coup, non. Non, l'Ukraine appelle à l'aide, et ceux qui sont censés peut-être l'aider, en fait, ils ferment les yeux et ils y vont pas. Pourtant, ils ont été en Libye, hein. Et pourtant, ils ont été aussi un peu en Syrie, hein, mais juste pour nettoyer. Et, et en fait, moi, je crois qu'au fond, du coup, aujourd'hui, la crise ukrainienne démontre en fait, et c'est pour moi, alors on verra si l'histoire donne raison à ma pensée, ou si au contraire, ce sera plus tard, ou si c'est arrivé plus tôt. Mais en fait, je commence à me demander si on n'est pas dans une crise, en fait, de cohérence. En fait, c'est pour ça que cette vidéo s'appelle « Qui croire et qui dit qui a raison ?» Parce qu'en fait, on peut croire personne
Et personne n'a raison. Et je crois qu'on n'a jamais fait autant face, en fait, à des personnes qui nous disaient des choses incohérentes et derrière lesquelles on devait essayer de créer une cohérence et d'essayer de comprendre par nous-mêmes. Alors, je dis ça, bien sûr, de ce que je connais, hein. Donc voilà, il y a peut-être des historiens qui vont me dire non, c'est déjà arrivé, et peut-être que j'en ai pas connaissance. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire hein, à me corriger. Mais j'ai l'impression que justement là en fait on fait face à une espèce de crise de l'information, d'une crise en fait de communication aussi, où on se retrouve à devoir chercher nous-mêmes en fait des informations, à essayer de comprendre nous-mêmes parce qu'il y a de la manipulation comme... Enfin, il y a la manipulation, mais pas seulement. Je pense qu'il y a aussi... En fait, c'est ça, la difficulté. Parce que quand on est dans un monde de manipulation, comme on va dire un pays comme l'Allemagne dans ces temps sombres, bah en fait, tu ne crois plus forcément l'information, puis tu as ceux qui vont y croire à fond, et qui vont créer une cohérence autour de ce récit, et puis il y a ceux qui n'y croiront pas du tout, et qui vont vivre malgré ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore plus loin que ça, en fait. C'est que c'est pas que de la manipulation. Non, il y a des gens qui sont profondément bien fondés. Il y a des gens qui pensent vraiment à bien, mais qui prennent des décisions qui n'ont aucun sens. Est-ce que Emmanuel Macron est profondément mauvais ? C'est extrêmement difficile à dire. Ça pourrait être totalement le cas, comme ça pourrait aussi être un gars qui est persuadé que ce qu'il fait est totalement juste et honnête, et qu'en fait, il n'y a aucun problème et qu'il gère le truc, et que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, il porte la France sur ses épaules, par exemple. Mais alors du coup, un gars comme ça, qui parle, en fait, il ment pas. Il dit la vérité. Sauf que pourtant, il donne ça, en fait, il donne sa réalité. Et aujourd'hui, on est dans un monde où beaucoup de gens donnent leur réalité. Et en fait, il la donne comme si c'était la réalité. Et aujourd'hui, on doit faire le tri, en fait, pour essayer de trouver qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui est finalement du récit. Et du coup, en fait, ça m'a amené effectivement à cette question, donc qui croire et qui a raison. Et j'avais envie d'essayer de vous donner, moi, je pense, la réponse que j'y ai apportée. Parce que je pense qu'en fait, la réponse est un peu différente des zététiciens, tout en se basant aussi quand même sur leur façon de fonctionner. C'est qu'en fait, je pense que en fait, personne n'a raison. Personne n'a raison. Et en fait, il ne faut croire personne. Parce que croire quelqu'un, vraiment dans le sens, on va dire, un peu religieux, hein, c'est en fait donner du pouvoir à cette personne, alors que même le gars le plus intelligent du monde, de l'histoire de l'humanité, a fait des erreurs. Et n'a pas toujours été juste, n'a pas toujours été intelligent, n'a pas toujours... Et donc, en fait, c'est le propre de l'être humain, en fait, de ne pas pouvoir être cru. C'est pour ça qu'en fait, l'être humain a inventé des dieux. Les dieux n'ont pas de défauts. Ou alors, les dieux grecs, par exemple, ils ont des défauts, mais on peut les croire dans leur domaine de compétences, quoi qu'il arrive. Alors que, justement, un être humain, à contrario, en fait, on ne peut pas le croire. Parce que c'est un être humain, et qu'il est fait de biais, il est fait de contradictions, et tout. Et en fait, du coup, comment savoir la vérité ? En fait, moi, je crois qu'on sait la vérité seulement quand on a conscience, justement, qu'on ne peut croire personne. Et en fait, je pense qu'on se rapproche de la vérité à partir du moment, justement, où on est capable, même auprès des gens qu'on estime fiables, de trouver, on va dire, des failles. De savoir que, par exemple, il a tendance à agir de cette manière-là, que, en fait, finalement, il a aussi des défauts. En fait, humaniser ceux qu'on admire. Je vais le dire comme ça. Et en fait, à partir du moment où on humanise les choses, les sources, en fait, que l'on reçoit, j'ai l'impression que, du coup, on a plus tendance à prendre du recul et à se dire, ok, voilà, ici, par exemple, la personne que je vous ai lue,
c'est quand même c'est une vision. Alors c'est une vision qui se rapproche de la vision que j'ai pu analyser, mais c'est qu'une seule vision. Et, en effet, on pourrait dire que voilà, il a été, c'est pas, enfin voilà, il a été proche du conflit, il a été en Ukraine, etc. Mais voilà, certains pourraient souligner à juste titre, il a eu la vision ukrainienne. Alors je le connais pas personnellement, hein, donc si ça se trouve il a d'autres visions, mais je veux dire, dans ce qu'il raconte, il a eu la vision ukrainienne. Et puis, justement, effectivement, il parle de l'information, il est journaliste, mais quel type de journalisme il a fait? On pourrait creuser et commencer à chercher un petit peu pour essayer de comprendre finalement sa manière de penser. Mais effectivement, sa manière de penser l'a amené à faire cette analyse-là. Qu'est-ce qui fera qu'elle est vraie? Ce qui fera qu'elle est vraie, c'est que des gens avec en fait des sensibilités différentes d'analyse iront dans le même sens, avec les mêmes faits. Parce que, bien sûr, les faits, comme on peut le voir aujourd'hui avec cette guerre, on peut vraiment leur faire dire tout et n'importe quoi. Et je veux dire, voilà, moi, par exemple, si je dois parler, si je dois faire une critique de l'OTAN, c'est que selon moi, justement, elle travestit les faits pour essayer de s'empêcher d'intervenir. Elle va essayer de faire en sorte que les faits soient graves, mais pas non plus trop graves, que pour qu'ils doivent dire, bon, ben, on doit intervenir militairement. Voilà, ça par exemple, c'est un reproche que je ferai à l'OTAN. Mais c'est normal, ce sont des êtres humains aussi à l'OTAN. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en même temps, ma vision du monde n'est peut-être pas la correcte. Et peut-être qu'à l'OTAN, ils ont plus d'informations que moi. Et que du coup, bah, moi, j'ai mon opinion ici, hein, je vous dis, mais qui est peut-être biaisée parce que, bah voilà, peut-être, voilà, je veux dire, par exemple, si à l'OTAN, ils savent que Poutine a le doigt sur le bouton nucléaire, et qui va appuyer à tout moment, ils vont pas évidemment prendre des décisions comme moi aujourd'hui ici, qui ai l'impression que Poutine n'enverrait jamais des bombes atomiques. Donc bref, j'avais envie de vous partager tout ça parce que j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui en fait, s'il y a un truc à retirer de positif de cette guerre, c'est que je pense que l'être humain va en ressortir grandi. Grandi parce que ça fait partie de son évolution, de son avancée. Grandi parce que mine de rien, justement, moi, voilà, si je dois me tourner vers les choses positives, hein, c'est qu'en fait, l'être humain fait attention à ses semblables de plus en plus quand même. On parle de l'Ukraine, mais je sais pas si à 30 ans, l'Ukraine, on avait quelque chose à foutre. Quand il y a eu la Yougoslavie, qu'il y a eu la guerre en Yougoslavie, puis Monténégro, Serbie, etc., je suis pas sûr que les gens étaient aussi impliqués qu'aujourd'hui, en fait. Même si aujourd'hui, il y a aussi une peur de la Troisième Guerre mondiale, je pense qu'il y a quand même... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus au lieu d'avoir une espèce de nationalité française, par exemple belge, suisse, québécois ou que sais-je, j'ai l'impression que il n'y a plus seulement ça. Il y a aussi cette nationalité un peu, alors je vais le dire un peu utopiquement terrienne comme ça, mais où les gens se disent aussi, bon putain, on est des êtres humains, on doit vivre ensemble, et les êtres humains qui viennent pour foutre le bordel, bah c'est peut-être chiant quoi. Peut-être qu'on devrait pas l'accepter, même si ça arrive à l'autre bout de la terre, ça peut nous retomber sur la gueule quoi. Et comme je vous le dis, et ça va être un peu ça la conclusion de cette vidéo, je pense qu'il y a aussi une crise dans l'information, dans la politique, mais une crise qui est finalement hyper désagréable à vivre, hein, soyons clairs, mais qui va faire énormément grandir l'être humain. Parce que là, on se pose des questions profondes quand même sur la démocratie, profondes sur la globalisation, profondes sur notre place, je vais dire, hein, dans l'univers, mais je vais dire vraiment dans l'univers. C'est plus l'être humain dans l'univers, en fait. C'est la planète Terre avec ceux qui vivent dessus dans l'univers. Et comment est-ce qu'on peut faire pour survivre dedans? Et surtout, comment, en fait, je pense que la montée du complotisme va amener aussi une vague, justement, à un moment donné, de réflexion beaucoup plus poussée, beaucoup plus intéressante, et une espèce de vague d'ouverture, finalement, en fait, à la réflexion, à la pensée. Alors ça prendra peut-être 1 siècle, 2 siècles, 10 siècles, j'en sais rien, mais je pense que nous sommes dans un moment, finalement... Enfin, je pense que, oui, ça peut être la fin du monde, oui, il peut y avoir tout à coup les mecs qui pètent un câble et qui détruisent le monde, mais je pense que si l'être humain surpasse ce qu'il est en train de se passer là maintenant,
J'ai l'impression qu'on va quand même grandir de tout ça. Et, euh, et voilà. Et dans les moments, on va dire, dans les nouvelles tristes, pourries et négatives, bah moi, personnellement, ça me chauffe un petit peu le cœur. Et je me dis que finalement, c'est peut-être des passages obligés, hein, mais bah, ce sera peut-être mieux après. Voilà. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager si vous la trouvez intéressante. Et puis, bah, écoutez, on se dit à bientôt pour d'autres actualités, évidemment, que ce soit sur l'Ukraine ou d'autres choses. Et puis, portez-vous bien. Prenez soin de vous, c'est important. La bise.